Les décideurs de la gestion, bonjour. Nous sommes vendredi, fin de matinée, comme chaque semaine, nous faisons le point sur une actualité économique et financière qui a été particulièrement dense et agitée cette semaine. Et puis, nous essayons d'en tirer des conclusions en matière de stratégie, de gestion et éventuellement de conseils précis sur des valeurs. Alors, j'ai mes côtés Bernard Corneau. Bonjour Bernard. Bonjour Hubert. Bernard Corneau, vous êtes directeur de Deutsche Bank. Vous êtes un nouveau, donc Deutsche Bank c'est grand. Vous ne couvrez pas toutes les activités de cette banque. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, je suis directeur de la banque privée à Paris. Voilà, donc Deutsche Bank est une banque globale, la plus grande banque européenne, on va dire. Et on est très actif sur les marchés de capitaux. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu une semaine extrêmement agitée, un mois très agité. Donc, c'est intéressant de faire un point. Ça tombe bien que vous veniez. Nous commençons avec les impressions macro. Alors, Bernard, un petit point sur les marchés, parce que la question qui se pose, le titre de l'émission, krach, consolidation, correction, on peut peut-être commencer par un petit bilan. Alors, pour l'instant, on peut parler d'une grosse correction. On a eu un mois qui a été très négatif. En Europe, on est à moins 10, 11 sur le mois. La semaine a été très négative, à moins 5, moins 6. Et on est en dessous du niveau début de l'année un peu partout. Voilà. Alors, sauf, très bonne nouvelle, sur les États-Unis, le S&P, lui, est toujours dans le vert. C'est-à-dire qu'on a eu effectivement très légèrement au-dessus, correction, mais un on est petit pourcent. Un petit pourcent au-dessus du début de l'année. Donc, c'est un signe d'optimisme. Alors, c'est vrai que l'Europe est toujours plus volatile que les États-Unis. C'est vrai que les grandes gestions américaines ont tendance à vendre d'abord l'Europe et donc à liquider leur position sur le CAC 40, le DAX. Vous savez que le CAC est quand même détenu largement par des étrangers. Donc, oui, en période de peur, comme on connaît aujourd'hui. Chacun rentre chez soi et il y en a plus qui sont en Amérique qu'en Europe. Et encore moins en France où on a très peu. On n'a pas de fonds de retraite, très peu de fonds de retraite. Voilà, donc ça a été une semaine difficile. Alors, le mouvement est parti d'où? Parce que jusqu'hier jeudi, en milieu de journée, on passait de 4% à la Bourse de Paris, on est passé en dessous de 3 minutes sur le CAC 40, mais c'était un peu la panique généralisée sur les bourses européennes, en tout cas avant l'ouverture de Wall Street. Oui, alors le niveau de volatilité, le VIX, est remonté très fortement, donc effectivement on l'appelle l'indice c'est l'indice de la peur. C'est ça. Et il est remonté très fortement. Alors il y a plein d'éléments qui peuvent expliquer évidemment a posteriori le mouvement de baisse. Bon, on a eu des inquiétudes déjà en Europe sur le niveau de la croissance, en Allemagne, un mois d'août qui a été mauvais, une production industrielle mauvaise. On imagine même 2 trimestres négatifs, très légèrement, donc une récession technique, parce que 0,2 de baisse ou 0,2 de progression du PIB, c'est pareil. L'Allemagne est plus cyclique que la France, c'est vrai qu'elle est très dépendante des exportations, donc je dirais qu'elle réagit très rapidement, mais nous on est quand même très optimiste quand même sur l'Allemagne à moyen terme, on en parlera en termes de valeur derrière. Bon, il y a une faiblesse du prix du pétrole qui indique également faible demande du pétrole, donc ça veut dire activité économique, voilà, ça veut dire faible croissance mondiale, un peu plus faible, rapidement. Même si on n'utilise pas que le pétrole dans la croissance, donc c'est quand même un indicateur. Alors, est-ce qu'on dit beaucoup qu'il y a eu des prises de position spéculatives de fonds d'arbitrage qui ont pu accumuler parce qu'ils ont pris leur perte sur le pétrole? C'est possible? Oui, alors d'une manière générale, les hedge funds ont dit qu'ils ont accentué effectivement le mouvement de correction parce qu'ils avaient pris un certain nombre de positions. Ils accentuent toujours le mouvement à la hausse comme à la baisse finalement. Et là, ils ont dénoué des positions très importantes. Et effectivement, ça explique en partie l'accélération de la baisse. Donc là, le pétrole, on arrive à 80 $. Géopolitique peut-être un peu? Alors, géopolitique, oui, bien sûr, il y a l'Ukraine, il y a le Moyen-Orient, il y a aussi Ebola qui arrive. Qui s'est un peu invité, oui. Surtout aux États-Unis, on a l'impression que c'est un peu une psychose qui se crée et qui pourrait avoir un impact économique négatif. Bon, donc, c'est-à-dire s'il y a moins de transport, il y a moins de transport. Alors, à contrario, il y aura peut-être un effet bénéfique sur le secteur de la santé, mais bon, on ne va pas... Et puis, inquiétude à nouveau sur les dettes souveraines européennes sur la Grèce. Oui, alors on a l'impression de revivre un scénario qu'on a déjà vécu sur la crise de l'euro, la crise des dettes souveraines. Bon, je pense que la Grèce, là, c'est beaucoup plus épidermique, entre guillemets. C'est vrai qu'il y a des problèmes de liquidité pour les banques grecques, mais elles vont être aidées par... Donc la Banque centrale a annoncé dès le lendemain, dès aujourd'hui, qu'ils allaient les aider. Il y a un problème politique, puisqu'ils n'arrivent pas à trouver un président dans la République. Mais je n'y crois pas trop. Je suis plus inquiet, en revanche, sur ce qui s'est passé à la Fed, où on a eu l'impression à un moment qu'ils reparlaient d'un quantitative easing qui revenait.
Donc là, c'est quand même beaucoup plus important pour les marchés Alors, est-ce que ça serait une bonne ou une mauvaise nouvelle si la Fed disait je stoppe mon allègement des doses, là, mon tapering, ou si je fais un QE3, 3', est-ce que ce serait une mauvaise nouvelle parce qu'on se dirait que ça va finalement très mal, ou est-ce que ce serait une bonne nouvelle? Voilà, c'est ça la question. C'est une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que ça veut dire que la croissance n'est pas bien établie aux États-Unis, donc c'est vraiment un indicateur mauvais. Et bon, ils ont parlé aussi du niveau du dollar. Ils trouvaient que le dollar était remonté un peu trop vite, un peu trop. Ils sont arrivés à le calmer. D'ailleurs, effectivement, immédiatement, sans qu'ils n'aient rien fait, le dollar a Les commencé banquiers centraux peuvent parler, ça peut suffire. Voilà. Alors aujourd'hui, les investisseurs se posent des questions, ont des points d'appui. Alors moi, j'ai beaucoup de raisons d'espérer. Voilà. Alors vous êtes du côté de ceux qui espèrent. On est plutôt, mais avec des faits il y a des raisons, tangibles, notamment aux États-Unis, où on a une croissance qui est quand même extrêmement bien établie. On a un indice des directeurs d'achat qui est parmi les plus hauts du monde, il est à 57, donc ça indique normalement une croissance de 2-3%. On a un niveau d'entrée au chômage qui est extrêmement faible. On a encore une statistique hier très bonne statistique, qui a plutôt surpris et qui a permis justement de stabiliser, de voir tout à fait. Le marché. Le marché automobile retrouve des niveaux d'avant-crise à 16 millions d'automobiles vendus sur l'année, donc c'est un niveau qui est près de 2007, donc ça c'est aussi une très bonne nouvelle. Ce que l'on voit aussi plus concrètement, c'est que les recettes fiscales de l'État fédéral sont énormes, c'est-à-dire que les ménages étant employés et gagnant de l'argent, le niveau des recettes augmente, contrairement à la France. L'année dernière, le sujet c'était est-ce qu'on va augmenter le déficit aujourd'hui, on n'y est plus. On a des recettes qui rentrent à flot dans les caisses de l'État fédéral. On est passé de 6% de déficit sur le PIB à 3%, grosso modo, en un an. Parce que quand la machine se retourne, le niveau des recettes... Ça joue sur le numérateur et le dénominateur. Exactement. Bon, la baisse du pétrole, finalement, injecte aussi du pouvoir d'achat auprès des ménages et améliore les marges de certaines entreprises. Donc ça, c'est plutôt un point finalement positif, même si peut-être ça contribue à la déflation, mais ça augmente le pouvoir d'achat des ménages. Et c'est très important aux États-Unis. Donc ça c'est les points. Donc vous êtes du côté des positifs. Alors il reste quand même des risques. Très positifs. Il y a des risques à surveiller quand même, parce que après cette semaine, on ne veut pas dire c'est le modèle. On peut le dire. Absolument. Il y a toujours des risques. Alors, en fait, on est en période de risk off. Donc aujourd'hui, tout est vendu de manière assez indifférente. On vend les actions, on vend les obligations. On vend tout ce qui est considéré comme risqué est en train d'être... Et puis comme vous disiez, on se concentre, on l'a vu par exemple sur les indices des valeurs moyennes qui se sont cassés la figure à une vitesse accélérée. Absolument. Pour rejoindre finalement sur une période plus longue les grands indices. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'en période de vente comme ça, on vend, c'est très volatile, on vend les mid-cap et la baisse est violente. Comme on vend l'Europe aux États-Unis, parce que ce sont des mid-cap par rapport aux géants. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'avant ce mouvement de correction, on n'était pas cher, mais on était à des niveaux de price-earning ratio historiques, donc on était dans la moyenne. Donc c'est vrai que le risque, c'est que il fallait que les résultats augmentent pour continuer à alimenter la hausse. Alors on a un coup d'arrêt, du coup les marchés vont devenir moins chers. Et dans certains cas, on pense qu'on est à des niveaux. Et donc, il y a un risque ou quelques risques particuliers que vous surveillez? Les risques, c'est que le mouvement de panique continue. C'est plutôt les marchés. Voilà. C'est plutôt l'économie financière que l'économie réelle. Les sous-jacents économiques n'ont pas tellement changé. Encore une fois, bon aux États-Unis. En Europe, on a même eu une bonne nouvelle sur le marché automobile, on le disait. Donc, il n'y a pas de changement macroéconomique. On a toujours une croissance relativement faible en Europe, mais au niveau des valeurs, on ne voit pas de changement fondamental. Très bien. Nous passons aux réalités micro. Alors la réalité des micros, ce sont les performances des entreprises. Alors nous avons eu des publications trimestrielles aux États-Unis et même en Europe. Voilà. Alors si on écoute les grandes gestions actions américaines, ils sont plutôt contents des premières annonces des entreprises américaines. C'est vrai que ça tient bien. Alors on dit toujours ah oui mais ça reflète le passé, mais quand même dans le discours des entreprises, on parle aussi au moins du 4e trimestre et du futur. Donc pour l'instant, encore une fois, c'est plutôt des bonnes nouvelles. À la fois aux États-Unis et en Europe, on a le sentiment que ça s'annonce pas si mal. On a l'impression que les marges tiennent
quel que soit le niveau de l'activité. C'est-à-dire que les entreprises Oui. savent absorber des baisses d'activité, notamment monétaires bien entendu, mais même en général. Alors, ça dépend des secteurs, mais effectivement, il y a des entreprises qui arrivent à maintenir leur prix. On parlera plus tard de Nestlé, par exemple. Bon, c'est l'exemple de multinationales qui arrivent à maintenir des prix malgré des pressions très fortes. On a eu l'exemple avec les produits laitiers de Danone cette semaine aussi. Exact. Baisse des volumes, mais hausse du chiffre d'affaires, ils tiennent bien leur marge. Donc, c'est plutôt bien. Donc, au niveau microéconomique, c'est plutôt bien. On parlera après de valeurs précises, si vous voulez. Mais microéconomie toujours, d'ici la fin du mois, les stress tests des banques, comme on les appelle, vont être publiés. Est-ce que ça n'arrive pas à un mauvais moment, comme avec ces marchés agités? Alors, vous avez utilisé le mot stress, c'est donc un stress supplémentaire pour les marchés. Quand on regarde certaines valeurs bancaires, notamment en Italie, je regardais Monte dei Paschi et Banco Popolare di Milano, elles ont perdu 10% dans le mois dernier. Donc il y a vraiment une inquiétude des marchés sur certaines valeurs bancaires parce qu'on pense qu'effectivement, elles ne vont pas passer les tests. Il va y avoir des avertissements. Voilà, malgré, pour Monte dei Paschi, 5 milliards d'euros qu'ils ont levés sur les marchés au mois de juin. Donc on est quand même dans une inquiétude forte et donc du coup tout le secteur est affecté. Maintenant, c'est essentiel pour le secteur bancaire européen pour redonner confiance. Oui, c'est ça. Il en sortira plus fort. Certaines banques vont probablement racheter des plus petites banques, donc on va avoir une consolidation. Et c'est bon pour le crédit aux entreprises, le crédit à l'économie. Mais c'est vrai qu'en ce moment, malheureusement pour la BCE, ça vient à un moment, ça rajoute une inquiétude au marché. Absolument. Alors, un petit mot d'actualité des valeurs. On va commencer avec l'automobile, puisque, comme vous l'avez dit, bonne nouvelle aux États-Unis. Plus d'un an de hausse du marché en Europe, c'est pas mal ça. Alors, bonne nouvelle aussi en Chine, où malgré tout, la croissance, on dit qu'elle est moins forte qu'avant, mais elle reste à 7%, avec un indice des directeurs d'achat à 52, donc on reste à un niveau élevé. Donc, un secteur automobile, effectivement, qui reste en forme. Alors, nous, on a un petit biais allemand, vous nous pardonnerez, en tant que je ne vous demande pas de choisir entre Peugeot et Renault. Donc. Voilà, donc on va plutôt parler de Volkswagen, qui est une valeur le grand succès, excellente, qui est vraiment mondiale, qui ambitionne la deuxième ou la première place mondiale, bien sûr. Alors, qui a corrigé, qui est revenu à 156 ce matin, 160, donc on est à des niveaux d'achat, sachant qu'on a une cible à 216. Oui, donc c'est haut. Voilà, donc il y a une marge de progression qui nous paraît assez élevée. Et comme vous savez, les valeurs allemandes ont beaucoup réagi aux affaires ukrainiennes, russes, parce qu'on craignait beaucoup que les exportations allemandes soient pénalisées. Donc nous, on pense qu'elles ont été trop punies. Pour Volkswagen, on avait peur que les mesures anti-richesse ostentatoire en Chine tapent un peu sur Audi. Oui, sur la marque. Mais d'un autre côté, aux États-Unis, ça marche très bien. Donc c'est l'intérêt d'être partout dans le monde. C'est que, peut-être que ça baisse un peu en Chine. Donc l'automobile, ça va mieux. Et votre favorite, c'est la vôtre, si j'ose dire. Alors, Volkswagen, oui, mais j'en ai une autre, c'est Daimler, qui marche aussi très bien, qui a été affecté par un... Là, on est dans plus pur luxe encore. Encore plus haut de gamme, oui, puisqu'ils n'ont pas de gamme populaire, on va dire, Volkswagen. Comme Volkswagen. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt le haut de gamme. On est à 59, ça a corrigé un petit peu, mais bon, ça tient bien. Et on a un objectif de 74. Donc sur les deux, joli objectif voilà. Sur les deux. Alors, on fait le tour. Nestlé. Donc, on parlait des gens qui sont arrivés à maintenir leur marge. Vous avez cité Nestlé, on a cité en France Danone. Alors Nestlé, c'est un exemple de bonne valeur qui a très bien tenu pendant cette crise. Sur 2 ans, on doit faire du 5-6% régulièrement. Donc c'est vraiment une valeur de fonds de portefeuille. Ils ne déçoivent pas souvent quand même. Hein. Ils déçoivent très peu souvent. Voilà, c'est le côté suisse. Malgré le fait qu'il soit en euros, parce que le franc suisse c'est quasiment de l'euro. Alors il est pégé effectivement, donc on ne peut pas jouer sur une éventuelle valorisation du franc suisse, mais ça reste quand même un pays qui est extrêmement bien géré, une économie très saine, ils ont un excédent de tous leurs comptes sociaux, enfin c'est un pays... Et Nestlé, les bons choix de portefeuille très large. Tout à fait, ils misent sur des marques mondiales,
ils éliminent régulièrement des marques satellites. Avec Nespresso, avec voilà, la nourriture pour enfants. Qui sont dans notre vie quotidienne. Dont on sait qu'il y a des grosses marges. Absolument. Alors, finance, je crois qu'on peut parler d'Allianz et General Electric. Je parlais d'Allianz parce que là aussi, il y a eu un gros effet négatif sur l'affaire PIMCO. Je ne sais pas si vous avez suivi, bien sûr, le départ du fondateur de PIMCO. Voilà. Donc, on a dit, ça y est, PIMCO, c'est Allianz, donc on va vendre Allianz. Oui, c'est le syndrome quand une filiale peut planter une compagnie d'assurance. Tout à fait. Alors déjà, il faut savoir que PIMCO n'est qu'une petite partie d'Allianz, qui est un énorme conglomérat d'assurance. Il y a la partie PIMCO qui est pas négligeable, mais en tout cas, les marchés ont surestimé l'impact de cette affaire PIMCO. Donc nous, on rentrerait aujourd'hui, on est à 119, 120, on a une cible à 140, donc voilà, c'est des valeurs extrêmement c'est pas dans l'assurance, ça vous paraît pas dangereux vu le niveau des taux parce que pas du tout. Alors il n'y a pas le système de l'assurance vie à la française. En France, on a peur à cause de ça, donc c'est stressé. On n'a pas les fonds euros, ça c'est une création française. Donc non, dans les comptes d'Allianz, il n'y a pas énormément de boons. Enfin, il y en a bien sûr, mais c'est pas. Et la sinistralité est assez bonne, si j'ai bien compris. Oui, au point de vue technique, les résultats sont bons. Voilà, donc on est. Alors, finance, mais pas que finance, General Electric. Alors, General Electric, je ne les mets pas du tout dans la finance, mais dans la catégorie conglomérat industriel. Pas que finance. Qui reflète bien un thème aussi qu'on aime bien, qui sont les infrastructures au niveau mondial. Parce qu'on peut le jouer en investissant dans une valeur industrielle qui vend effectivement des turbines, des équipements industriels très lourds. Mais c'est un thème que l'on joue également par un fonds d'investissement. Il se trouve que c'est un fonds de la maison, donc qui joue les infrastructures. Alors pourquoi c'est intéressant ? Qui joue les gens qui les fabriquent ou les gens qui les opèrent, qui les exploitent. Alors, donc ceux qui s'endettent, qui profitent des taux très bas aujourd'hui pour... Voilà, vous avez des exemples en tête qui sont très simples. Ce sont les concessions d'autoroutes, bien sûr. Qui sont à la mode en ce moment en France. Qui sont très à la mode en ce moment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des ports. Donc il y a des opérateurs de ports, des opérateurs d'aéroports, des opérateurs de pipeline, des opérateurs de réseaux électriques. Vous avez des opérateurs de tours de télécommunications. Vous savez où on met les relais. Donc là, on joue sur le fait que le refinancement est très bas et les flux... Les flux sont assez assurés. Il y a un monopole. Donc on a critiqué ce monopole, mais il est de fait, puisque quand vous avez un port, il ne peut pas y avoir un autre port qui va se construire. C'est très compliqué. En face. Un aéroport. Et un aéroport non plus. Encore mieux. On voit qu'en France, c'est difficile d'en construire à 400 km. Même. Exactement. Donc quand vous avez cette infrastructure ou un pipeline, vous n'allez pas faire un autre pipeline juste à côté. Donc c'est vrai qu'il y a un monopole. Du coup, une protection contre l'inflation. On arrive malgré tout à augmenter les tarifs. Vous avez vu pour les péages, c'est très net. Donc c'est les sociétés qui finalement sont très stables, ont des revenus récurrents et importants, avec une rentabilité qui est élevée. Donc finalement qui ont très peu corrigé pendant cette période. Donc voilà, on est dans fin du petit tour. Le luxe, là on va arriver en France. Alors, le luxe, effectivement, à la fois on joue une valeur qui est LVMH, parce que, ils ont bien corrigé et aujourd'hui on peut les avoir à 125, alors qu'on a une cible à 150. Donc voilà, il y a un beau potentiel de... Donc vous n'avez pas trop peur en fait... Est-ce que l'Amérique contrebalance la Chine ? Alors, moi je dirais plus globalement, le nombre de millionnaires n'arrête pas d'augmenter dans le monde. C'est-à-dire que vous avez des études qui nous montrent régulièrement que, aujourd'hui il y a 34 millions de ménages millionnaires dans le monde. Donc, en dollars. Oui. Enfin, même en euros, ça fait pas mal. Et on prévoit que ce chiffre va augmenter de 53% d'ici à 2019. Donc, en fait, la population de gens très riches augmente plus vite que la moyenne mondiale. Et donc, ces gens-là, il faut bien les équiper. Donc, le luxe n'a pas de prix, en chaussures. Et donc, il faut profiter du petit à-coup. Il y a un marché. Alors, c'est peut-être pas la Chine, mais c'est l'Asie au sens plus large, c'est l'Amérique latine, c'est l'Afrique, parce que l'Afrique est en train d'arriver très largement sur ce marché du luxe. Oui, et ces pays-là passent par la création de classes riches avant de tirer de la population. Voilà. Donc, il y a aussi une pricing power qui est intéressante parce que, on dit Vuitton va moins bien, mais Vuitton se repositionne vers le encore plus haut de gamme. Donc,
En fait, ils essayent de vendre des produits encore plus chers, oui, un peu à la Hermès. Donc, du coup, il y a eu le stop sur les cognacs qui ont oui, inquiété, mais c'est conjoncturel. Voilà, et puis l'intérêt d'un groupe comme le VMH, c'est qu'effectivement, ils ont du cognac, mais ils ont la mode, ils ont la maroquinerie, ils ont les montres. Donc, si le cognac marche moins bien, bon, bah, le champagne va peut-être mieux marcher, et puis les montres aussi tenir, etc. Donc, c'est l'intérêt d'un groupe diversifié. Bien, nous passons stratégie et gestion. Alors Bernard, oui. Oui, en termes d'allocation, c'est vrai que en ce moment, c'est pas facile. Il y a deux choses. Il y a l'allocation stratégique et l'allocation tactique. Au point de vue stratégique, on est toujours optimiste sur les actions, donc on reste exposé aux actions. Le plus grand danger dans ces périodes, et vous savez qu'en finance comportementale, on l'a étudié, c'est de vendre au plus mauvais moment, donc de sortir du marché. On va s'arrêter une seconde. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Bien comprendre la gestion de patrimoine, chez Guy Trédaniel, éditeur. Et ce graphe, justement, va illustrer, si on peut le voir à l'écran, ce que vous êtes en train de nous dire de la finance comportementale. Alors, c'est clair, au début d'une période de hausse, en général, ce sont les institutionnels et les professionnels qui achètent. Et puis les particuliers sont inquiets, donc ils ne font rien, puis ils commencent à voir la hausse, et puis finalement, pas loin du haut de la courbe, on voit arriver les particuliers qui commencent à acheter. Donc ils achètent finalement assez haut. Oui, c'est la partie voilà, bleu-verte. Première partie de la courbe. Et puis il y a un moment où les professionnels se disent, ça y est, on a bien monté, on va sortir, on va commencer à vendre. Et c'est là que les particuliers, eux, ne réagissent pas. Et en général, donc les particuliers en bleu équilibrent les ventes en vert. Exactement. Voilà. Donc finalement, c'est eux qui achètent aux institutionnels au mauvais moment. Et puis arrive une correction ou un crack éventuellement. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les investisseurs professionnels, eux, ils ont déjà pris position, ils sont plus ou moins sortis, ils ont allégé, ils se sont protégés. Et les particuliers sont investis. Et puis ce qui se passe, c'est que la baisse commence, ils disent non, c'est pas possible, ça va remonter. Et puis finalement, à un moment, ils abandonnent et ils disent bon, on sort du marché, on a trop peur. Et quand ils craquent, c'est le moment de revenir. Exactement. Donc là, on n'en est quand même pas là. Ben, on n'en est pas là, mais le danger, c'est que effectivement, certains commencent à vendre en panique. Donc voilà. Vous, alors, juste, on parle de l'allocation d'actifs, puis on va revenir à ce qu'il y a à l'intérieur. Vous la voyez comment, une allocation d'actifs équilibrée aujourd'hui? Alors, équilibrée en ce moment, elle est à 40-45% actions, surtout actions marché développé, surtout actions américaines, on va dire. Oui, US. Oui. Voilà. Un petit peu d'actions émergentes, mais sur certaines zones que l'on aime bien. Je citerai par exemple les Philippines, l'Indonésie, éventuellement la Chine. Donc des pays où l'économie est solide, bien gérée, voilà, où il n'y a pas de grandes... Pas le Brésil ou l'Afrique du Sud. On n'a pas dit justement l'Amérique latine, mais je précise l'Asie. Alors on reste aussi évidemment en taux à peu près à 40%. Surtout corporate. Alors tiens, arrêtons-nous sur les taux. Alors, oui. Comment est-ce qu'on peut trouver de la valorisation, du rendement aujourd'hui? Alors c'est très dur. C'est très dur parce que on parlait de Nestlé, une obligation aujourd'hui, Nestlé. L'État allemand emprunte à moins d'1%, l'État français à moins de 1,2%, l'État américain à moins de 2%. Alors, de toute façon, alors là, en tant qu'investisseur individuel, on reste totalement à l'écart parce que la moindre remontée des taux va faire baisser violemment l'OAT, le Bund, etc. Donc pour un investisseur, c'est dangereux de rentrer en ce moment dans ces valeurs refuges, entre guillemets. Donc là où on trouve de la valeur, c'est des crédits corporate, éventuellement des émetteurs émergents. On trouve à niveau investment grade quand même des émetteurs dans les pays émergents qui il n'y a pas de problème de devise? Alors ils émettent en dollars? Ça peut être en devise forte en général, c'est euro, c'est surtout le dollar, oui. Le marché de la dette. Donc c'est pas un problème d'être. Vous ne craignez pas l'inflation locale? Non, voilà, on est en dollars, donc on est en devise forte. Et là, on trouve des valeurs intéressantes. Bon, Cemex, par exemple, qui est une belle valeur mexicaine. Enfin, on trouve des très beaux corporates. Donc ça emprunte à combien, par exemple, Cemex? 4%. Oui, vous allez trouver des rendements à 4%. Alors c'est du triple B, donc on est investment grade, donc parfois un peu en dessous, mais on reste à des niveaux de rendement très intéressants. Alors vous avez le high yield aussi que l'on met toujours dans notre allocation. Alors le high yield, le problème c'est que les fonds ont beaucoup baissé parce qu'il y a eu des sorties importantes. Oui, c'est plus spéculatif, le haut rendement voilà, est forcément plus spéculatif. Dès qu'il y a une inquiétude, on sort aussi de cette classe d'actifs. Alors à notre avis c'est injustifié, le taux de défaut est très très faible.
Donc il y a peu de risque de perte en capital. Je vous donne un exemple. Selecta, qui fait les machines à café que vous utilisez évidemment tous les jours dans votre bureau, a émis une obligation high yield et on peut l'acheter avec un rendement à 6,5. Oui, je sais. Bon, alors il y a un risque plus fort, puisque c'est une double B, donc on peut dire que oui, le risque crédit est plus élevé, mais en contrepartie, vous avez un vrai rendement. C'est une entreprise européenne qui est bien gérée, avec là aussi une barrière à l'entrée énorme. Les machines à café, une fois qu'il y en a une, elle est installée. Ça coûte très cher, ça coûte 30 000 € par machine. Donc voilà, barrière à l'entrée, bon rendement. Donc voilà, vous avez des tas d'opportunités. Bien. Pour le reste, bon, on est dans l'alternatif, donc tout ce qui est gestion non benchmarkée. Matière première, je dirais que l'or, par exemple, a sous-performé. Oui. En période de crise, on peut se dire pourquoi pas un petit peu d'or. D'abord, c'est pas cher. Nous, on pense qu'il va rester à 1200, 1250 $ l'once. Donc pourquoi pas avoir un petit coussin d'or, par exemple, pour se protéger d'une crise plus grave. Voilà. Bien, nous allons passer au conseil. Alors Bernard, vous nous avez dit 40-45% d'actions. C'est quoi les concepts pour cette poche importante du portefeuille? Alors, bon, on a dit, pays développé, États-Unis. Après, on fera beaucoup de stock picking dans les portefeuilles. Donc là le choc va permettre de choisir. Voilà, moi je préconise donc les infrastructures comme thématique. Nous avons aussi un thème qu'on aime bien, qui est l'immobilier. On n'a pas parlé encore. Ça. Oui, alors l'immobilier, on ne va pas le jouer par un immeuble ou un appartement à Paris. Ça c'est fiscalement très compliqué. Voilà, alors chacun fait ça à titre individuel, mais on va plutôt jouer sur ce qu'on appelle la pierre papier. Donc on a un fonds par exemple qui investit dans des sociétés immobilières cotées dans le monde entier. Alors aujourd'hui, bien sûr, ce qui est important, c'est les États-Unis, puisque ça reflète le poids de l'économie américaine. Donc aujourd'hui, on est à 50% dans ce fonds sur des valeurs cotées américaines, qui sont des valeurs qui détiennent des immeubles, des centres commerciaux, des immeubles de bureaux. Donc, et alors, vous visez un rendement de combien? Parce que c'est quand même ça qui est alors, intéressant. c'est un rendement qui est élevé historiquement. Là, on est à 7-8% annuel, entre à la fois le gain en capital et le rendement locatif. Donc, ça se compare avec un rendement obligataire de 1 ou 2, c'est beaucoup mieux. C'est assez sympathique. C'est beaucoup mieux. Donc, infrastructure immobilière, on est toujours quand même dans la conjoncture, taux d'intérêt qui sont bas. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on est soutenu par des taux d'intérêt bas, mais ça devrait continuer. Là aussi, c'est relativement protégé contre l'inflation. Et on joue aussi le redémarrage de l'économie américaine par le biais d'immobilier. Voire européenne, puisque on sait que l'immobilier allemand offre de beaux rendements, par exemple. Voilà, alors l'intérêt, c'est que comme c'est un fonds qui est réparti dans le monde entier, il permet d'aller dans les zones où on anticipe une croissance de l'immobilier. Bon, alors parmi tous les titres que vous avez donnés, si on prenait un achat fort, ça serait lequel? Je dirais Volkswagen. Volkswagen, voilà, c'est l'achat fort. On le met en numéro 1. Donc, qui vaut 155, 156 pour plus de 200, 210, 215 de cibles. De cibles. Qu'est-ce que vous éviteriez, qu'est-ce que vous vendriez aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'on en a parlé, les OAT, le Bund, alors il faut pas y être. Maintenant, c'est pas forcément le moment de vendre. Oui, on ne vend pas le lendemain du jour. Ça, voilà, exactement. Là, c'est vrai qu'en ce moment, se dire je vends, il n'y a pas grand-chose qui est en territoire positif. Donc, si on est totalement investi, c'est peut-être pas le moment de vendre. On a une bonne chance de faire un arbitrage perdant, de vendre la bonne et d'acheter la mauvaise. Donc aujourd'hui, plutôt tenir les positions. Dans ce qui n'est vous l'avez dit, une correction, un crack. Il faut surveiller. Il y aura peut-être effectivement encore des mouvements de baisse. Des mouvements de rebond, donc la volatilité reste. Et si vous preniez un joker, par exemple dans le marché obligataire, il y a ces emprunts perpétuels, des choses comme ça? Alors nous on aime beaucoup les titres subordonnés bancaires, effectivement, qui sont assez sportifs, ça monte et ça descend assez fortement, mais il y a une bonne protection parce qu'il y a un coupon qui est en général très élevé, on parle de coupons de 6, 7, 8, 9% pour certaines vieilles émissions. Oui. Donc ça protège à la baisse.
Et là, en ce moment, effectivement, elles ont bien baissé sur des belles banques, Société Générale, Crédit Agricole, Oui, Banco Santander. Là, j'ai un beau rendement sur des banques très solides. Vous avez un très très beau rendement sur des banques solides. Il y a même des corporates qui ont émis des titres subordonnés. On parlait de Enel, donc, qui est l'électricien italien, donc très solide. Oui, c'est solide, ça, c'est les Voilà. italiens. Oui. Donc grâce à ça, on a quand même des rendements élevés. C'est moins volatile qu'une action. Donc ça serait mon joker. Ce sera le mot de la fin. Bernard Corneau, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.